Bonjour. Bonjour les gars. Bonjour. Je suis au boulot, hein, donc je ne peux pas parler fort. Je suis dans le bureau. De l'autre côté, il y a la pharmacienne de mon département qui est en train de travailler aussi. Donc, on sera un tout petit peu calme et posé. Bonjour, juste le temps de partager et puis on va commencer. Je peux pas non plus mettre de musique de départ. Yolande Samira, bonjour. Bonjour. En fait, ce qui me fait sortir de mon silence, c'est deux choses, hein, deux choses. Il y a d'abord la publication d'une communication interne à la SNH qui s'est retrouvée dans la toile. C'est-à-dire que nous avons comme ça un document interne à la SNH, Société nationale des hydrocarbures, qui s'est retrouvé dans la toile. Et ce document nous donne un aperçu, hein, comme ça, des salaires mirobolants qui sont attribués au personnel de la SNH, des salaires à renverser tout Camerounais, à le faire tomber à la renverse, quoi. Donc, au vu de cela, nous avons donc décidé de faire un rapport avec la plainte qu'a déposée Maître Akere Mouna contre justement cette institution. Et nous allons revenir sur cette affaire de Glencore, qui, ma foi, n'a pas intéressé les Camerounais, ce qui est quand même assez bizarre. Parce qu'on parle quand même là d'une affaire de corruption à l'échelle internationale et à des proportions stratosphériques qui s'est étendue sur 8 ans. C'est quand même assez bizarre que les Camerounais ne se soient pas intéressés à cette affaire plus que ça. On parle comme ça des ressources de notre pays, des ressources qui nous appartiennent, qui ont été bradées à une compagnie suisse, et le peuple camerounais n'a pas réagi plus que ça. C'est quand même assez bizarre. Kemi Chivas, Maton Tanga, Elsa, Naomi, Nyaka, Eben. Alors, deux choses. Parce que vous savez, moi, quand je fais le live, j'aime être expressive. Alors, c'est deux choses. Soit je descends dans la salle de repos pour faire le live. Parce que là, je suis au bureau, je ne peux pas parler. Je ne peux vraiment pas m'exprimer. Soit je le fais tout à l'heure quand je prends ma pause. Et nous allons vraiment parler. Donc, c'est deux choses. Je contemple l'option d'aller dans la salle de repos. Hein. Attendez. Je pense que je vais aller dans la salle de repos. C'est vrai que la salle de repos de mon département est aussi à côté des patients. Je peux aller dans la salle de repos ici, où j'arrête simplement et puis je vais dans la grande salle de repos en bas, pour qu'on puisse vraiment discuter.
Donc, je pense qu'ici, c'est un peu mieux. Hein? C'est un peu mieux. C'est vrai que, ouais, là, j'ai pas la pharmacienne à côté. C'est un peu mieux. Je sais pas si j'ouvre. Non, non, je garde ça. Le soleil est dans mes yeux. Attendez, je vais chercher à positionner le téléphone. Qu'on puisse bien parler. Bon, heureusement, aujourd'hui, je suis en orthopédie. Je suis en orthopédie. J'ai un seul patient. Orthopédie élective, hein. Parce que orthopédie urgence, c'est toujours plein. Je suis en orthopédie élective ce matin, donc j'ai un seul patient et j'ai une infirmière qui s'en occupe. Donc j'ai un peu de temps à nous consacrer. J'ai fait mon travail administratif ce matin, ma réunion avec les exécutifs, réunion journalière, hein, où nous faisons l'état de l'hôpital dans tous les départements. Parce que vous savez, un hôpital... Oups! Alors, il faut que je remplisse cette tasse pour qu'elle tienne un peu. Le fonctionnement d'un hôpital est réglementé et suivi de très près par le management. Parce que lorsque nous commençons la journée, nous prenons le rapport de la nuit, quoi. Le rapport de sécurité de la nuit, le safety report de la nuit. Et le rapport de sécurité de la nuit nous dit déjà combien de patients il y a aux urgences, combien de lits il y a de disponibles dans tout l'hôpital, s'il y a des problèmes de maintenance, ça nous donne une idée des travaux qui doivent être effectués. S'il y a des urgences, ça nous dit des opérations, le nombre total d'opérations qu'il y aura. Parce que dans cet hôpital, on a combien de salles d'opération? Nous avons 10 salles d'opération ici et à maternité, il y en a 4. Donc, ça nous donne l'état. Chaque département fait son rapport et on vérifie aussi le nombre d'infirmières, le personnel qu'il y a. On essaie de balancer les départements qui n'ont pas assez de personnel, on balance. Donc, on le fait. Cette réunion se tient tous les matins avant de commencer avec la journée. Et c'est les managers et les cadres qui tiennent cette réunion. Comme ça nous permet de planifier notre journée. Au départ de la journée, on sait combien de lits on a de disponibles, combien de personnes attendent un lit, combien de cas d'urgence nous avons. Et on fait aussi un rapport d'incident dans la ville, quoi. Donc, ça veut dire que s'il y a eu peut-être un accident de circulation dans la ville, on nous prévient déjà, on sait qu'on va recevoir des patients et quel type de patients il s'agira. On fait une prévision, quoi. On prévient, on ne réagit pas. On est toujours en train d'anticiper les problèmes. Et c'est à ça que sert le management. Le management sert à anticiper les problèmes et à les résoudre lorsqu'ils arrivent. C'est vrai qu'on ne peut pas tout anticiper. On peut avoir planifié notre journée et puis un incident arrive dans la journée. Quand l'incident arrive, on déclenche une autre forme de procédure, une procédure d'alerte et de mobilisation maximale. Donc, nous avons des numéros de téléphone, des staffs qu'on peut contacter, qui peuvent intervenir immédiatement. On mobilise les ressources et les staffs et on fait face à la situation. En même temps, ça nous donne aussi le rapport des hôpitaux dans la région. Donc, ça veut dire que si notre hôpital est débordé, on peut transférer certains patients pour l'hôpital d'à côté. Ou alors, si c'est même l'hôpital d'à côté qui a eu un incident et qui sont débordés, ils nous appellent. Nous, on s'attend à recevoir leurs patients. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on travaille comme ça avec, en même temps, cette grande réunion se fait avec tous les départements. L'ambulance, les ambulances, les services d'urgence, les médecins, les infirmières et tout ce que vous pouvez imaginer comme personnel. Donc, ça se fait tous les matins, on le fait. Et puis, dans la journée, chaque département, enfin, grand département a son manager qui va coordonner et faire le rapport aux gens de la nuit. Et c'est 24 heures, ça ne s'arrête jamais. On le fait en continu, quoi. Donc, c'est fait, je l'ai fait ce matin. Et donc, là maintenant, nous sommes en train de donner les soins. Comme je l'ai dit, on n'a qu'un seul patient. Donc, du coup, un patient qui devait même rentrer à la maison, mais il ne peut pas pour des raisons sociales. Donc, du coup, on a un peu de temps à vous consacrer ce matin. Et comme nous vous consacrons un peu de temps, je l'ai dit tout à l'heure, nous parlons donc de l'affaire Glencore.
l'affaire Glencore qui a été, qui a fait la une des journaux l'année dernière, septembre, octobre, et puis le Pinac c'était en novembre parce qu'il y a eu un procès à Londres qui a condamné la société Glencore, et Glencore a reconnu, non seulement aux États-Unis mais en Angleterre, Glencore a été condamné et a reconnu des faits de corruption endémiques dans plusieurs pays africains et d'Amérique latine. Alors, quand on parle de Glencore, les gens ne savent même pas ce que c'est. Il faut qu'on dise déjà. Ruth Mélaline Plus, Marcelo de Stuttgart, Kenny Chivas, bonjour. Il faut qu'on explique déjà ce que c'est que Glencore. Glencore, c'est une société de négoce suisse. C'est une société de négoce suisse qui fait dans plusieurs domaines, hein, et en particulier dans les pays africains et latino-américains, fait dans les produits pétroliers, donc achète et revend des produits pétroliers. Alors, Glencore, alors, je vois quelqu'un qui passe, je ne sais pas qui c'est peut-être la dame de ménage. Glencore, comme je vous le disais, est en fait une sorte d'intermédiaire entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Donc, Glencore est chargé d'acheter ces produits-là et de les revendre aux pays consommateurs que sont les pays de l'Europe. Pour que Glencore se fasse dans du bénéfice, qu'est-ce qu'il fait? Il pouvait bien se faire du bénéfice, hein, parce qu'on sait que le prix d'achat est toujours faible par rapport au prix de vente. Donc, mais Glencore a voulu agrandir encore, élargir sa marge de bénéfice en achetant nos produits pétroliers à prix vil, vraiment à très très bas prix. Par exemple, les pays arabes, les pays du Moyen-Orient qui sont producteurs de pétrole, ils ont leur association, c'est-à-dire se sont regroupés et ont formé un bloc fort pour vendre leur propre pétrole au prix qu'ils ont agréé. Par exemple, vous avez les pays pétroliers du Moyen-Orient, vous avez tous ces pays-là qui produisent le pétrole, le gaz dans le Moyen-Orient, vous avez le Qatar, vous avez les Émirats, vous avez ainsi de suite. Ils se sont tous mis ensemble et ils ont créé une association qui va défendre le prix de leur pétrole. Donc, les Européens n'achètent pas le pétrole là-bas n'importe comment. Par contre, on appelle ça l'OPEP, hein, l'OPEP. Leur association, c'est l'OPEP. Donc, maintenant, par contre, nous, au Cameroun et dans les autres pays africains, au Congo, c'était les diamants qu'ils achetaient et d'autres produits minéraliers, c'est-à-dire que les minéraux, le diamant, le coltan, ainsi de suite. Nos pays donc, qui sont producteurs non seulement de pétrole, mais d'autres matières minérales, ne sont pas regroupés dans une association pour justement défendre leur prix de vente. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que ça leur donne la libre main de vendre au prix qu'ils veulent. Et donc, ça leur permet aussi de voler le trésor public. Ça veut dire qu'ils peuvent déclarer au trésor public qu'ils vendent 1 litre de pétrole à tel prix, mais en fait, ils vendent à un autre prix et ils bénéficient de cela. Donc, Glencore ayant... Je crois que c'est la dame de ménage qui fait le ménage à côté. Glencore ayant remarqué cela, vient donc dans les pays africains, notamment le Nigeria, le Cameroun, le Congo, où il va justement acheter le pétrole, le gaz, mais pour ce faire, parce que Glencore veut se faire une grande marge de bénéfice, Glencore décide de corrompre les gouvernements de ces pays-là afin d'acheter notre pétrole, notre gaz et nos produits minéraux à un prix vil. Donc, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos pays ont bradé nos ressources. C'est-à-dire que l'argent qui devait entrer dans le trésor public, eux, ils ont mis dans leur poche et ils ont laissé Glencore
prendre notre pétrole à prix vil pour aller le revendre plus cher en Europe. Et ça pendant 7 ans. De 2001 à de 2011 à 2018. Pendant 7 ans. Ils ont bradé. C'est-à-dire que, imaginez un peu, c'est comme si vous êtes au marché. Vous êtes au marché, la première commerçante vend le haricot, sa boîte de haricots à 150 francs. Et on décide, tous les vendeurs de haricots décident que la boîte de haricots va coûter 150 francs. Vous venez au marché. Quelqu'un vient, vous êtes sur le comptoir de quelqu'un. Vous êtes sur le comptoir de quelqu'un et la personne vous dit que le prix du haricot c'est 150 francs. Un client vient, il vous dit, je vais acheter ton haricot à 100 francs au lieu de 150. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais te donner l'argent toi-même que tu arrêtes dans ta poche afin de me vendre le haricot à 100 francs. Et toi, maintenant, tu déclares à ton patron que non, non, vraiment, le marché est dur, j'ai vendu le haricot à 100 francs. Alors que tu as vendu peut-être à 175 ou disons à 100 francs. Mais le monsieur, le client t'a donné 75 francs pour mettre dans ta poche. Tu as mis dans ta poche et tu as vendu le haricot à 100. C'est donc ce que Glencore a fait avec ses gouvernements. Glencore est venu au Cameroun. Ils ont soudoyé la SNH. Ils ont soudoyé la Sonara pour acheter notre carburant, notre pétrole et notre gaz moins cher et aller le vendre plus cher en Europe. Alors, voilà donc ce qui s'est passé. Et ils l'ont fait pendant 7 ans. Comment est-ce qu'on attrape Glencore? On attrape Glencore par une enquête qui a été lancée au Royaume-Uni. Par la Serious Fraud Office, le bureau de fraude sérieuse. Ils attrapent Glencore. Ils mènent les enquêtes pendant des années. Ils réussissent à avoir les documents qui prouvent que Glencore est en train de corrompre les pays producteurs de pétrole. Ils convoquent Glencore au tribunal. Glencore est convoqué au tribunal aux États-Unis et en Angleterre, au Royaume-Uni. Au vu des évidences que Glencore, que les gouvernements, les prosécuteurs ont aux États-Unis et en Angleterre, Glencore lève la main et dit que oui, j'ai corrompu ces gouvernements. Glencore reconnaît dans les tribunaux américains et anglais qu'il a corrompu les gouvernements pour acheter le pétrole moins cher. Glencore a avoué. Glencore a même pendant les procédures dans les tribunaux dit comment il procédait pour corrompre. Il faisait voyager les valises d'argent, les valises de cash. Parce que quand on corrompt, ça ne peut pas passer par la banque. Parce qu'à la banque, ça laisse des traces. À la banque, ça laisse des traces. Donc, ce que Glencore faisait, en fait, c'était du blanchiment d'argent. Il faisait voyager l'argent nuitamment dans les valises. Vers le Nigeria, vers le Cameroun, vers le Congo, en Afrique. Du moins, voilà les pays qu'on a cités en Afrique. Des valises d'argent, des mallettes remplies d'argent sont arrivées au Cameroun, ont été données à des personnes, à la SNH et à la Sonara, pour que Glencore achète sur le marché notre pétrole Njor gratuit. Et quand vous pensez que le même carburant aujourd'hui, on a augmenté le prix du carburant, c'est le consommateur camerounais qui paye. Le consommateur camerounais est en train de payer. Pour un pays producteur de pétrole en Afrique, le carburant coûte plus de... C'est combien aujourd'hui? C'est à plus de 1000 francs. Regardez en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale où on a découvert le pétrole récemment, comment il s'est développé. Tous les pays producteurs de pétrole au monde sont des pays riches. Tous les pays producteurs de pétrole au monde sont les pays riches.
Le Gabon, regardez le Gabon qui produit son propre pétrole. Vous savez le niveau de vie et de salaire au Gabon? On se retrouve aujourd'hui, les Camerounais, en train d'immigrer vers le Gabon, en train d'immigrer vers la Guinée équatoriale, alors que nous produisons du pétrole. Le Cameroun est le 4e plus grand producteur de pétrole en Afrique. Le 4e. On a notre sous-sol, est riche. Bonjour Malion Balou. Le pétrole que nous produisons, les Camerounais ne devraient pas souffrir. Si on estime que la population du Cameroun aujourd'hui est à 30, on estime parce qu'on a pu faire de recensement depuis au moins 30 ans. Le gouvernement de bien ne sait pas combien de citoyens il y a dans le Cameroun. Même si on estime que nous avons 30 millions d'habitants, pour combien de barils de pétrole nous produisons par jour, les Camerounais ne devraient pas souffrir, ne serait-ce qu'avec le simple pétrole. Je ne parle même pas de gaz. Puisqu'on a découvert à Etinde, aux abords de Limbe, à Etinde, on a découvert la plus grande réserve de gaz au monde, qui peut être exploitée sur 100 ans. La plus grande réserve de gaz au monde a été retrouvée aux abords d'Etinde et est actuellement exploitée par les Anglais. Donc, le Cameroun produit le pétrole, le vend au prix qu'il choisit à Glencore, parce que Glencore leur a donné de l'argent. Et le pot aux roses n'est découvert que parce que les Américains et les Anglais mènent des enquêtes, amènent Glencore au tribunal. Glencore accepte qu'il a corrompu des pays pendant 7 ans. On retrouve des documents. Je dis bien des documents. Le dernier procès a eu lieu le 2 novembre 2022 à Londres. À Savak Crown Court. Le dernier procès de Glencore a eu lieu le 2 novembre 2022. Il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Vous allez m'excuser, j'ai un peu la voix rauque. Donc, lorsque Glencore, avec les documents, vous savez, les Anglais, quand ils mènent les enquêtes, ils sont méticuleux. Je dis bien méticuleux. C'est la BBC qui avait découvert, qui avait fait les images satellites qui ont prouvé que c'est les militaires camerounais qui ont tué 2 femmes au nord. C'est les Anglais, hein? C'est la BBC, c'est les Anglais. Le problème de Glencore, c'est les Anglais qui déclenchent l'enquête. Quand les Anglais s'accrochent sur toi, ils ne lâchent pas. Ils vont mener l'enquête même 10 ans, ils ne lâchent pas. Maintenant, ils ont laissé le problème Glencore parce que Glencore a accepté, a avoué qu'ils ont corrompu les gouvernements. Glencore a payé au gouvernement anglais plus de 400 millions de pounds de dommages et intérêts. Glencore a payé au gouvernement anglais plus de 400 millions. Quand on parle de 400 millions, on est déjà dans presque 1 milliard de francs CFA de dommages et intérêts au gouvernement anglais. Alors, quand Glencore accepte qu'ils ont corrompu, parce qu'on leur présente des évidences, ils ne peuvent plus nier, ils acceptent. Il y a des gouvernements qui ont porté plainte contre Glencore et ces gouvernements sont arrivés à un arrangement à l'amiable avec Glencore pour dommages, pour réparation, notamment le Congo. Le gouvernement du Congo démocratique est allé vers les Américains. Il a dit que oui, Glencore nous a abusés. Et on les a dédommagés à plus de, je crois, 300 milliards de dollars. Le gouvernement camerounais, malgré toutes les évidences aux États-Unis et en Angleterre, dit qu'il n'a jamais été corrompu. Le gouvernement camerounais refuse, alors que c'est Glencore lui-même qui a dit qu'il a donné de l'argent à des officiels, à la Sonara et à la SNH. C'est Glencore, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Glencore, dans les enquêtes, a déclaré qu'il a corrompu la SNH, il a corrompu la Sonara.
au Cameroun. On veut savoir les noms des officiels camerounais à la SNH et à la Sonara qui ont pris l'argent de Glencore pour brader le pétrole de notre pays pendant 7 ans. Et ceci est d'autant plus important que le président du conseil d'administration de la SNH, c'est Ferdinand Ngongo. Le président du conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures n'est nul et autre que Ferdinand Ngongo, qui est le secrétaire général à la présidence de la République. Non seulement il cumule les fonctions, son salaire en tant que PCA de la SNH s'élève à plus de 21 millions de francs. Le salaire de Ngongo à la SNH, c'est 21 millions de francs par mois. Cumulé avec son salaire de secrétaire général à la présidence. Cumulé aux avantages de service qu'il a à la SNH et à la présidence. Je vais vous donner un document qui a atterri entre nos mains, document interne à la SNH, qui a atterri entre nos mains et qui nous donne la grille salariale de cette fameuse SNH. Donc, le directeur général de la SNH a un salaire mensuel de 25 millions de francs. Le directeur général de la SNH a un salaire mensuel de 25 millions. Vous savez qui est le directeur général de la SNH? C'est Adolphe Moudiki, le mari de Nathalie Moudiki. Adolphe Moudiki est directeur général de la SNH depuis 25 ans et plus. Directeur général imbougeable de la SNH, Adolphe Moudiki. 25 ans. Son salaire mensuel est de 25 millions de francs CFA. En plus de ces 25 millions de francs CFA, M. Moudiki a 50 000 litres de carburant par mois. Je dis bien 50 000 litres de carburant donnés à lui, gratuit, par mois. Où il voyage en navette spatiale, c'est lui-même qui sait. Qu'est-ce qu'un Camerounais peut faire avec 50 000 litres de carburant par mois? Chaque mois, 50 000 litres. Vous comprenez donc que le carburant que vous, le Benskinner, vous achetez à la pompe à plus de 1000 francs, alors que votre pays produit le carburant, le directeur de la SNH, non seulement vend ce carburant moins cher aux Européens, mais lui-même, il a 50 000 litres de carburant par mois. Njoo. Il a 50 millions d'indemnisation santé par an. Donc, chaque année, on lui donne 50 millions pour sa santé. S'il n'est pas malade, les 50 millions là, il garde dans son compte. L'année prochaine, on ajoute encore 50 millions sur ça. Et ça depuis 25 ans. Depuis 25 ans, Adolphe Moudiki prend 50 millions pour sa santé chaque mois. Chaque mois. Faisons le calcul ensemble. Je ne sais pas si je vais trouver la calculatrice ici avec ce truc-ci. Où est ma calculatrice? Quelqu'un connaît là où on trouve la calculatrice sur le iPhone? Ça fait 50 millions chaque mois pendant 25 ans. Monsieur Adolphe Moudiki bénéficie aussi de 100 millions de francs CFA chaque année pour ses véhicules. Chaque année, depuis 25 ans, 100 millions. 100 millions. Chaque année, 100 millions. Pendant ce temps, vous, les petits boys du quartier, vous allez tuer une maman. Vous agressez les mamans au quartier pour 1000 francs, 2000. Vous poignardez les mamans au quartier pour 20 000. La famine va vous tuer. Les filles se prostituent pour la bière, pour le soya braisé. Et quelqu'un est assis depuis 25 ans, il a 100 millions pour sa voiture. 100 millions. Ne faites rien. Hein. Ne les chassez pas. Hein. Restez là. Dansez. Dansez le porc qui fuit, le porc qui fuit, le car qui part, la canne qui fuit. Applaudissez-les. Samuel Eto'o est là pour vous distraire.
sortir, et Rigobert sont là pour vous sortir les proverbes chaque jour. Oh, un homme qui a vu le lion, un homme qui a vu le chien ne court pas plus vite qu'un homme qui a vu le lion. Et pendant ce temps, vous commentez les proverbes de son. Pendant ce temps, Adolphe Moudiki a 100 millions pour sa voiture chaque année, chaque mois, pendant 25 ans, depuis 25 ans. Il est assis. Il est assis. Vous êtes là. Vous pleurez. Ngongo, son salaire à la Sonara, à la SNH, c'est 21 millions de francs CFA. Et on n'a pas mis ses avantages de service à la SNH. Ça, c'est la SNH. Le chef service a 5 millions de francs CFA par an. Les employés ordinaires à la SNH ont 900 000 francs de salaire. La secrétaire de direction a 2 millions. C'est-à-dire que la secrétaire de Moudiki, elle, son salaire, c'est 2 millions. Elle n'est pas plus secrétaire que la secrétaire de bureau dans un lycée, mais elle a 2 millions. Et nous sommes assis là, tous les jours. On insulte Kamto, on insulte ci, on insulte ça. Les gens sont en train de vider, je dis bien poncer le pays, vider le pays. Ils sont en train de vider le pays. Non seulement ils prennent des salaires mirobolants, avec des avantages mirobolants, mais ils vendent encore notre pétrole moins cher aux Blancs. Donc, Maître Akeremouna a porté plainte. Parce que Maître Akeremouna suit ce dossier depuis près de 2 ans. Il était même ici à Londres au tribunal. Maître Akeremouna dit que on doit savoir qui ont pris l'argent. Maître Akeremouna a demandé à l'Assemblée nationale de s'intéresser à ce dossier, de faire une enquête. Maître Akeremouna lui-même est allé porter plainte au tribunal à Yaoundé et aussi à Buea contre la SNH et la Sonara. Vous ne pouvez pas faire 3 mois sans voir l'eau du robinet. Et le directeur de la SNH a l'eau et l'électricité gratuite en plus de tous ses avantages et il vend notre pétrole. Le Cameroun est un pays pauvre et très endetté. Pendant ce temps, ces gens bradent notre pétrole. Ils vendent ça à prix vil aux Européens. Ils vendent ça à prix vil aux Européens. Regardez ce que la Russie a fait. Dès que la guerre a commencé, la Russie a fermé les tuyaux de gaz. Quand la Russie, parce que c'est la Russie qui a approvisionné presque toute l'Europe en gaz, quand la Russie ferme les tuyaux de gaz, qu'est-ce qui se passe? Les Européens commencent à chercher ailleurs où ils vont acheter le gaz. L'Algérie aussi a dit que bon, comme c'est comme ça là, nous-mêmes on augmente le prix de notre gaz. Les Européens ne produisent pas ces choses-là. Ils ne produisent ni le pétrole, ni le gaz. Ils sont obligés d'acheter. Dans une période de pénurie mondiale de gaz et d'électricité, nous, les pays producteurs, on devait s'enrichir. Parce que nous aussi, on devait élever nos prix. Ces Européens ont besoin de gaz. Ils ont besoin d'énergie. Ils n'en produisent pas. Ils n'en produisent pas. L'Allemagne, c'est un pays qui ne fait pas dans le nucléaire, pas beaucoup. Ils dépendent essentiellement des importations de gaz. L'Angleterre, pareil. Ils vont jusqu'au Cameroun. Je dis à Etinde, aux abords de Limbe. C'est une société anglaise qui a pris le contrat d'exploitation de la plus grande réserve au monde de gaz au Cameroun. Pendant ce temps, vous n'avez pas le gaz chez vous. Pendant ce temps, on vous vend les bouteilles de gaz. La bouteille de gaz est déjà combien? 8 000 ou 10 000. On met même l'eau dedans. On dilue avec l'eau. Et vous achetez. Et vous achetez. Ces gens sont en train de brader notre pays à prix vil. Ils sont en train de brader, de vendre, de découper notre... Vendre ça comme si c'était la viande qu'on va au marché. Ferdinand Ngongo, le président des Task Force, l'argent de la canne, c'est lui. You're right. Hello. L'argent de la canne, c'est lui. L'argent du Covid, c'est lui. Voici maintenant l'argent de notre pétrole, le carburant.
Est-ce que vous savez que la présidence de la République du Cameroun, comment on appelle ça, le cabinet civil du président de la République a un budget noir. C'est-à-dire que c'est un budget que personne n'enquête dessus. Le budget personnel de M. Paul Biya, sa femme, ses enfants, personne n'enquête dessus. C'est un budget noir, c'est une caisse noire. Il a des prélèvements spéciaux à la Sonara, à la SNH. Quand vous entendez que les Mbongo sont devenus des multimilliardaires, c'était parce qu'il était directeur du cabinet civil. Il s'est enrichi sauvagement, brutalement, quand il était au cabinet civil. Parce que le directeur du cabinet civil, c'est lui qui établit le budget. Il va dire que cette année-ci, le président, pour ses déplacements, ses besoins personnels, sa femme, ses enfants, ils ont besoin de 17 milliards. On prend 17 milliards, on lui donne. Les 17 milliards, là, il gère ça. Il ne rend compte à personne. Il ne rend compte à personne. Quelqu'un qui, en 2 ans, au cabinet civil, est devenu multimilliardaire. Pendant ce temps, vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas d'électricité. Vous n'avez pas d'école. Vous n'arrivez même plus à manger. Le prix de l'huile raffinée, 1800. La bouteille de gaz, 10 000 francs. La tôle, c'est combien? Vous galérez pendant ce temps. Les gens, une poignée de personnes est assise sur la tête de l'État. Ils mangent votre... Ils vivent sauvagement. Et vous voulez qu'on s'assied ici tous les jours pour répéter la même chose dans les lives? Qu'est-ce que le Camerounais ne connaît pas sur ce que l'État fait de son argent? Voilà M. Akeromouna qui a ouvert l'enquête. Et je vous parie que l'Assemblée ne va pas accepter d'ouvrir une enquête sur cette affaire de Glencore. Parce que tout le monde sait là où ça aboutit. Tout le monde sait que c'est la présidence de la République qui bénéficie de tout cet argent. Tout le monde sait que c'est Ferdinand Ngongo qui bénéficie de tout cet argent. Quelqu'un qui construit une maison, Ferdinand Ngongo là, il a construit un château avec un zoo à l'intérieur. C'est-à-dire les gens volent l'argent du pays, ils ne savent même plus quoi faire avec. Il fait une maison, il met le zoo dedans, le zoo. Et qu'il est chez lui, il marche, il voit les animaux sauvages. Le zoo. Vous avez quelqu'un qui a construit sa maison, il a mis les changeurs dans sa maison. C'est-à-dire qu'il est assis comme ça, quand il décide qu'il va aller de l'autre côté de sa villa, il prend l'autoroute, il prend l'échangeur dans sa concession. Vous êtes assis. Vous êtes assis. Vous êtes là, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? C'est quand la famine va vous tuer que vous allez vous lever. Parce que moi, je pense qu'on va en arriver là. Moi, de toute façon, ça fait plus de 2 ans que je n'envoie même pas un rond au Cameroun. Je n'ai qu'une seule soeur qui est encore là-bas. Je dis même 5, elle n'a plus. Elle ne me demande plus. Parce que j'ai dit, si vous ne vous levez pas pour ce qui vous appartient, si vous n'êtes pas prêt à mourir pour vos enfants, n'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne le faire à votre place. Nous, ici en diaspora, nous avons levé l'alerte dans le monde entier. On a fait notre boulot. On a fait notre job. Et nous continuons de le faire. Si un problème, c'est pas ce Cameroun, notre boulot, c'est d'amplifier ce problème. C'est de le rendre viral. C'est d'alerter le monde. Mais nous n'allons pas prendre les avions pour venir descendre au Cameroun et chasser ces gens. C'est à vous de le faire. C'est à vous de dire on en a marre. Tous les jours, on arrête les bandits au Cameroun. Tous les jours, le reportage télé. Oh, groupe de malfrats neutralisés. Oh, groupe de... Il y a l'insécurité totale au Cameroun. Pourquoi? Les gens n'arrivent plus à manger. C'est pour ça qu'ils commencent déjà à agresser, à tuer les gens. Les gens n'arrivent plus à manger. Les gens n'arrivent plus à manger. Soit vous dénoncez et vous vous libérez, soit les gars du quartier vont vous tuer, soit les gens du gouvernement vont vous écraser au point où vous allez mourir jeune. L'espérance de vie, c'est combien? Pendant ce temps, Adolphe Moudiki est PCA d'une société depuis 25 ans. Hier, sur Equinox, on vous a dit qu'il y a même des présidents de conseil. Toutes les sociétés publiques au Cameroun, toutes les sociétés publiques au Cameroun ont le même président de conseil d'administration depuis au moins 40 ans. Il ne bouge pas. C'est-à-dire, quand on nomme PCA de là-bas, Paul Biya t'oublie, tu manges seulement, tu es là depuis 40 ans.
On dit qu'il y en a même d'autres qui sont déjà morts, mais ils sont encore, leur nom est encore sur la liste des membres du conseil d'administration, président du conseil d'administration mort depuis 2020. Président du conseil d'administration mort. Voilà un gouvernement qui a 8 ministres qui sont morts. Puis on ne les remplace pas. C'est-à-dire que le salaire continue de passer dans leur compte. On ne les remplace pas. Les avantages de service continuent de passer. Ils sont morts. Morts. Le salaire, les avantages de service continuent de passer dans leur compte. Donc, comme ils sont morts, les enfants continuent de toucher leur salaire chaque mois, toucher leurs avantages de service chaque mois. Et pendant ce temps, vous êtes assis. Vous êtes assis. Les gars, la situation de notre pays devrait nous interpeller, nous tous. Nous sommes, on se démène comme de beaux diables en diaspora. Vous êtes témoins, ça fait 5 ans. Me voici, je suis au travail, même comme j'ai dit que j'allais me reposer, mais il y a des choses qui font tellement mal. Quand tu veux même te reposer, je suis partie, j'ai dit que je vais me reposer. Les choses atterrissent dans mon inbox, je dis que merde, ça c'est quoi ça? Les choses atterrissent dans mon inbox. Oh, vous êtes, aucun Camerounais ne dira qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe dans notre pays. Tout le monde sait que ces gens volent, pillent le pays à un niveau incroyable, impensable, inimaginable. Le personnel de la SNH, leur salaire c'est 1 million de francs CFA, 1 million. Mais en plus de cela, c'est eux, les patrons de la SNH, qui vendent notre pétrole gratuit aux Blancs. Et vous payez à la pompe plus de 1000 francs le litre de carburant. Bonjour Malion Véro. Bonjour. Vous payez le carburant 1000 francs à la pompe. Le prix du taxi a augmenté. Tout augmente. Vous êtes assis. Pendant ce temps, les gens vendent le même carburant Dior aux Blancs. Le Blanc, hein, les Européens se battent pour que les prix des marchandises en Europe ne montent pas. Parce qu'ils savent que si les prix des marchandises montent, le peuple souffre de plus en plus, les salaires sont faibles et ça va amener la révolte. Vous avez vu ce qui s'est passé en France lorsqu'on a seulement proposé une réforme de la retraite. On a seulement proposé que la retraite à 64 ans, les gens ont brûlé la France, brûlé. Les gens ont brûlé la France, allaient jeter les ordures devant les ministères. Tu dis, on a seulement proposé, ce n'est même pas encore adopté. Ils ont seulement proposé que la retraite à 64 ans, les Français sont sortis brûlés. Et nous, on est ici, dès qu'on veut boycotter un artiste, ah, vous êtes des sauvages, oh, vous êtes brutaux, oh, vous êtes des violents. On est violents, nous. On n'a encore rien brûlé. On n'a encore rien cassé. Depuis que la base manifeste là, vous nous avez vu brûler quoi? Et dès qu'on fait, ah, vous êtes violents. Je dis, on a seulement proposé l'augmentation de l'âge de la retraite en France. Et quand vous pensez que dans les pays européens, 80% de la population est à plus de 50 ans. C'est pour ça qu'ils ont envie d'augmenter l'âge de la retraite. Parce que plus l'âge de la retraite est bas, plus il y a des retraités et plus ça coûte à l'État d'entretenir ces retraités. Parce qu'ici, chez nous, quand tu es retraité, l'État s'occupe de toi. Tu as ta pension retraite si tu as travaillé, mais en plus, tu as des charges que l'État prend. Tu as ils ont le carburant réduit, les transports gratuits, l'eau réduite, ainsi de suite. Donc, plus il y a des retraités dans un pays, plus ça coûte cher au service social de s'en occuper. Donc, ils ont donc proposé que les gens travaillent un peu plus pour essayer d'alléger la charge de l'État. Les Français sont sortis, vous avez vu, ce n'est pas qu'on dit, vous avez vu les gens brûlés. Il y a eu 350 gendarmes et policiers à l'hôpital suite à ces manifestations. Je dis tabassés à l'hôpital. Nous, on essaye de protester un peu contre les artistes qui soutiennent le régime. C'est vous encore qui venez crier, ah, il faut les laisser. Ah, vous êtes des sauvages. Ah,
Ah, vous faites la violence. Quel artiste a été violenté? On augmente les prix des choses tous les jours au Cameroun. Vous ne faites rien. Vous dites seulement, ah, c'est le continent. Ah, c'est le continent. On va faire comment? Vous pensez que les qui vont aller mourir pour votre bien? Les qui vont aller mourir pour votre bien? Je vous ai déjà montré mon passeport ici. Je suis de nationalité anglaise. Tous mes enfants sont anglais. Donc, en théorie, si je me concentre sur mon boulot, mon cercle social en Angleterre, même la politique en Angleterre, je n'aurais pas tout ce que j'ai eu avec la politique au Cameroun. Les coups bas, les injures, les choses pour me détruire ma famille. Alors que dans tout ça, je ne gagne rien. Je veux simplement que les Camerounais vivent un peu mieux, un tout petit peu. Personnellement, mes 2 parents sont morts. Mes 2 frères sont à l'étranger. Personnellement, je peux fermer les yeux et dire que même si le Cameroun la brûle, parce que je n'ai plus rien là-bas. Je dis rien. Je dis rien. Je n'ai plus rien. J'ai enlevé mon... C'est-à-dire que, en dehors de mon cœur, que c'est mon pays que j'aime, mais dire que les intérêts au Cameroun, je les ai enlevés. J'ai investi en Europe. Si je fais un peu d'économie, ça fait longtemps que j'ai pu économiser à cause du combat. Mais quand je pouvais encore faire des économies, je pars déposer à la banque. On me fait un emprunt bancaire. J'achète un appartement. Ici, j'ai acheté des maisons. Je mets en location. Je suis tranquille. L'argent entre tous les mois. J'ai l'assurance. J'ai tout. Le loyer entre, ça paye les traites bancaires. Le reste de loyer, j'utilise. C'est ça que j'utilise dans le combat. En plus de mon salaire. J'ai l'assurance. Si la maison brûle, l'assurance me remplace tout. Je suis tranquille. Au Cameroun, tu vas même acheter un terrain. Soit on te fait sur le terrain, soit on attend que tu finisses de construire et on casse ta maison. Ou alors on attend que tu finisses de construire. C'est là où quelqu'un sort, il vient dire que c'était mon terrain. Bénéficie quoi? C'est pour vous qu'on se bat, les gars. C'est pour vous. C'est pour vous. Nous qui sommes en Europe, on n'a plus rien à gagner au Cameroun. C'est pour vous qu'on se bat, les gars. Tout ce qu'on attend de vous maintenant, inscrivez-vous sur les listes électorales. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Ils vont organiser ces élections de gré ou de force. La Constitution, la loi le demande. Après 7 ans, des élections présidentielles doivent être organisées. Ils peuvent retarder ou anticiper les législatives. Ça, c'est la stratégie politique de Biya. C'est son droit le plus absolu. Il peut anticiper ou retarder les législatives d'après ses intérêts et ses calculs politiques, mais ça ne devrait pas nous influencer. Ce qui nous intéresse, ce sont ces présidentielles. Ce sont les présidentielles. Notre rôle, ce n'est pas de demander que, oh, est-ce que Kamto pourra se présenter, est-ce qu'il ne pourra pas. Kamto, c'est le plus grand. Le président Kamto, c'est le plus grand constitutionnaliste de toute l'Afrique. Vous vous inquiétez pour quelqu'un qui vit de ça, qui vit de la Constitution, qui n'a étudié que ça dans la vie. Il vous a dit, votre travail, c'est de vous inscrire et de voter, surveiller votre vote. Le reste, il s'en occupe. Ce n'est pas à nous de chercher à savoir que, oh, quand on n'a pas d'élus, il n'a pas de maire, il n'a pas de si, est-ce qu'il pourra se présenter? Le MSC, non, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de savoir qu'on a un leader qui est devant. Et le jour où les élections arrivent, il se présente et nous devons être prêts pour le voter. C'est tout ce qu'il nous demande. Il nous a dit, il n'a pas une armée qui va aller déloger Biya. Il nous a dit, il ne marchera sur le sang d'aucun Camerounais pour arriver à étudier. La solution la plus facile pour lui aurait été de prendre les armes. D'ailleurs, on lui a proposé de prendre les armes. Au soir des élections de 2018, 2 généraux sont venus voir le président Kamto et lui ont dit, président, tu es notre président, donne les ordres et nous allons accomplir. Le président Kamto n'a pas cédé. Et il avait raison de ne pas céder parce que c'était un gros piège. S'il acceptait, on allait l'accuser de coup d'État, de vouloir organiser un coup d'État. Il n'a pas accepté parce qu'il savait. Et le RDPC n'a pas non plus dénoncé. Le président Kamto a dénoncé cela au gouvernement. Le gouvernement n'a jamais communiqué là-dessus. Le gouvernement n'a jamais communiqué parce qu'il savait que c'était un piège qu'ils avaient organisé pour que le président Kamto tombe et qu'il accuse de tentative de coup d'État. Donc le président Kamto nous a dit, n'attendez pas qu'il ait une armée qui va aller déloger Biya.
Il n'a pas une armée. Son armée, c'est le peuple. L'armée du président Kamto, c'est le peuple. L'armée du président Kamto, c'est le peuple. Et vous, votre arme, ce n'est pas le toto. Votre arme, c'est votre carte électorale. Prenez vos cartes électorales. Inscrivez-vous massivement sur les listes. Le jour dit, parce qu'ils vont organiser. On a 3 options. Hein. Soit Biya meurt, ce qui est très probable, parce qu'il a déjà un âge avancé, il a 92 ans. Il est arrivé à un âge très avancé. C'est possible qu'il meure à tout moment. Soit Biya meurt, soit il prend sa retraite, c'est-à-dire se retire, il rentre au village, soit il désigne un successeur. De toutes les façons, quel que soit le cas de figure, quand Biya va partir, qu'il soit mort ou vivant, il devrait y avoir un successeur constitutionnel qui est le président de l'Assemblée nationale. Quand ce président de l'Assemblée nationale prend le pouvoir, c'est à titre d'intérim. Il ne prend pas pour garder avec la Constitution prévoit qu'il doit prendre le pouvoir à titre intérimaire. Il prend le pouvoir et il organise les élections dans un délai de 6 mois. Donc, quel que soit le cas de figure, il y aura des élections présidentielles qui vont être organisées, qu'elles soient anticipées ou pas. C'est pour ça que le président Kamto a dit 2025 ou pas. Nous devons être prêts. Et notre rôle à nous, en tant que les soldats du changement, les soldats de l'alternance au sommet, c'est de nous munir de notre carte électorale qui est notre arme. C'est notre arme là-bas. Ils ont peur de ça. C'est pour ça qu'ils font tout pour ne pas inscrire les Camerounais. Ils ont peur. Ils ont peur que les Camerounais s'inscrivent. Ils font tout pour limiter le nombre de personnes inscrites. Ils savent que plus les gens sont inscrits, plus il est difficile de tricher, de manipuler les chiffres. Plus les gens s'inscrivent, plus il est difficile de masser les chiffres. Et donc, une fois qu'on s'inscrit, et je vous rappelle que pour vous inscrire, vous avez besoin d'une seule chose, hein, carte nationale d'identité ou récépissé. Que votre carte nationale d'identité soit encore valide ou pas, vous vous inscrivez. Que votre récépissé soit encore valide ou pas, vous vous inscrivez. Ça ne vous coûte rien. Une fois que vous êtes inscrit, vous asseyez, vous attendez, c'est votre part. C'est un contrat entre le président Kamto et nous. Il nous a dit, faites votre part, lui fait sa part. Quand il a déjà fait sa part, c'est à nous maintenant de jouer notre rôle. Et ce jour-là qu'on va aller voter, on vote, on ne part pas. On reste là jusqu'à ce qu'on compte tous les votes dans chaque bureau de vote. On filme, on envoie dans les réseaux sociaux. On filme et on envoie dans les réseaux sociaux. Ce sera difficile pour eux de frauder si nous tous sommes fait comme ça. Chacun là où il est, chacun là où il se trouve, filme le résultat dans son bureau de vote et envoie directement. Vous envoyez une fois. Même s'il coupe Internet, envoyez ça par message, envoyez ça par quelqu'un. Nous, ici en diaspora, on a Internet à tout moment. Nous recevons les résultats bureau par bureau, on va les compiler. Même si le Cameroun coupe Internet dans tout le Cameroun le jour-là, et c'est probable qu'ils le fassent, ils l'ont déjà fait. Ils vont couper Internet pour vous empêcher d'envoyer. Mais filmez seulement, filmez. Ne faites rien d'autre, filmez seulement. Une fois que vous avez filmé, ne partez pas, restez là. Vous restez devant votre bureau de vote. Et quand on va proclamer ces résultats, si le résultat de votre bureau de vote diffère de ce que vous avez filmé, allez réclamer votre vote. C'est votre vote, c'est votre devoir. Vous sortez pour réclamer ça. C'est tout ce que vous devez faire. Et si vous êtes plusieurs à le faire, ces gens vont fuir. Ils ne vont pas résister, ils vont fuir. Parce que même l'armée a besoin de changement. L'armée souffre. Les militaires nous contactent tous les jours. Ils nous disent que nous comprenons de plus en plus votre combat. Parce que nous-mêmes, on ressent ça dans nos poches. Beaucoup de militaires nous contactent comme ça. Beaucoup. J'ai des contacts commissaires de police au Cameroun qui nous disent que Sandy, quand tu commençais ce combat, on nous avait donné les instructions que si tu descends au Cameroun, on te tue.
Ta photo est aux aéroports. Mais aujourd'hui, nous comprenons ton combat parce qu'on souffre. Les policiers vont s'aligner. Vous avez vu en Konsamba, quand ils ont voulu annuler le meeting du MRC et que les combattants ont signé un Ngangong, ils se sont couchés par terre. Les combattants se sont couchés par terre, qu'on ne bouge pas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'armée a reculé, la police a reculé avec ses Mami Wata. Rien ne dépasse un peuple qui se lève. Rien. Rien. Je prends l'exemple seulement Konsamba. Quand les combattants se sont couchés par terre que tuez-nous, le Mami Wata a reculé. Le Mami Wata a reculé. À Bafoussam, c'était la même chose. Quand les combattants passaient, les premiers meetings autorisés du MRC, la police et la gendarmerie sont sortis pour intimider, empêcher aux gens de se regrouper. Mais lorsque les combattants se sont mis ensemble, ils se sont couchés sur la route, les Mami Wata sont rentrés en arrière, les gars. On a vu ça au Sénégal. On a vu ça au Sénégal. Quand le peuple se met ensemble, ils vont reculer. Et ils reculent parce qu'ils savent en fait que vous avez raison. Ils reculent parce qu'ils savent que si quelque chose change et que par mégarde, ils avaient tué quelqu'un, lorsqu'on va mener les enquêtes, on va les arrêter. Vous avez constaté que l'armée ne tire plus sur les manifestants au Cameroun. L'armée n'arrête plus les manifestants au Cameroun. Ce qu'on a fait à Sigbentong l'autre jour, c'était juste pour effrayer les gens, pour leur dire que si vous protestez, voilà ce qui va vous arriver. Mais une fois que nous avons dénoncé, il est sorti le même soir. Hein? Il est sorti le même soir. Il est sorti le même soir. Vous voyez que la puissance de notre combat, depuis que nous dénonçons, depuis que nous nous mettons ensemble et que nous parlons tous d'une même voix, ce gouvernement a peur. Les mots comme tu sais qui je suis ont disparu au Cameroun. Les gens ne parlent plus comme ça. Parce que la diaspora a apporté un pouvoir de dénonciation, un pouvoir de mobilisation. Donc les gars, soyons prêts, inscrivons-nous. Inscrivons-nous. Soyons prêts. Parce que le jour dit, c'est vous les jeunes qui devez être dehors pour réclamer vos droits. Vous n'allez pas tous être blogueurs, croqueuses de diamants, tout ça. Si tout le monde est blogueur au Cameroun, qui va regarder les blogueurs alors? Et vous devenez blogueur, pourquoi? Parce que vous n'avez rien d'autre à faire. Il n'y a plus rien d'autre dans notre pays. Rien. Il n'y a plus rien pour les jeunes. Il n'y a plus rien. Vous tous, vous ne pouvez pas faire la moto. Vous tous, vous ne pouvez pas faire les bayam selam. À un moment donné, les gars, levez-vous et réclamez ce qui vous est dû. Ne lisez pas les gens qui viennent vous écrire ici que venez faire ça au Cameroun. Le vrai combat, c'est sur place. C'est des gens que le gouvernement a payé pour contrôler notre communication. Issa Chiroma, quand il était ministre de la communication en 2019, il avait payé des blogueurs, recruté des blogueurs pour contrer la communication de la base parce qu'ils avaient constaté que c'est la mobilisation dans les réseaux sociaux qui a fait la force de 2018. Il fallait combattre ça. Les gars, ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est grave. Et croyez-moi, pour ceux qui disent que Franck Biya va prendre le pouvoir, si Franck Biya devait prendre le pouvoir, il l'aurait fait depuis, parce que le gré à gré se prépare depuis 2020. Rappelez-vous, c'est pendant la période Covid que le président Kamto nous a dit qu'il s'apprête à faire passer le gré à gré. Ça fait 3 ans qu'ils essayent de faire passer le gré à gré, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment faire pour parachuter Franck Biya à la tête de notre État. Franck Biya n'ayant pas de responsabilité administrative. Ils ne savent pas comment faire. Ils ont essayé de manipuler la Constitution, mais nous avons crié, ouvert les yeux là-dessus. Le président Kamto nous a alertés. Et c'est ça qui leur fait peur jusqu'aujourd'hui. Parce qu'en face d'eux, ils ont le plus grand constitutionnaliste d'Afrique. En face d'eux, ils ont un des plus grands constitutionnalistes au monde. Ils ne peuvent pas modifier cette constitution comme ça. Ils l'auraient fait depuis 2020. Ils ont essayé de le faire. Mais le président Kamto, chaque fois, anticipe.
Et il alerte l'opinion publique sur ce que le gouvernement du Cameroun est en train d'essayer de manipuler la constitution. Donc le gré à gré est calé depuis 2020. Le gré à gré est calé. Il n'arrive pas à le faire passer. Et c'est d'autant plus important, c'est d'autant plus signifiant que Paul Biya est allé signer des accords de sécurité avec la Russie. Mais les Russes ne sont pas bêtes. Et j'aimerais qu'on accentue là-dessus. Vraiment, nous qui sommes les combattants, voici un axe de combat que je suis en train de vous donner. Paul Biya, pour faire le chantage à la France, est allé signer des accords de sécurité avec la Russie. Mais ces accords sont factices. Pourquoi? Parce que Paul Biya compte sur la France pour instaurer le gré à gré au Cameroun. Comme la France l'a fait au Tchad, comme la France l'a fait au Gabon, comme la France l'a fait partout. Paul Biya sait que la France, pour maintenir la même mise sur le Cameroun, doit valider le choix qu'il a fait. Et c'est pour ça que Macron était là. Donc, Paul Biya a signé un accord de singe avec la Russie. Et on doit attirer l'attention de la Russie là-dessus. Parce que si Paul Biya était vraiment pro-Russie, comme la République centrafricaine, comme le monsieur qui est en République centrafricaine, s'il était vraiment pro-Russie, il aurait tourné le dos à la France. Mais Paul Biya ne peut pas le faire et il ne le fera pas parce qu'il sait que c'est grâce à la France que son fils sera instauré. Donc, notre nouvel axe de combat, c'est justement d'accentuer cette guerre France-Russie au Cameroun. Nous devons accentuer ces guerres. La Russie voudrait bien avoir la même mise sur le Cameroun parce que c'est un point important stratégiquement. Don't work too hard. Non. Ok. Stratégiquement, sur le golfe de Guinée, c'est un pôle important. Donc, celui qui contrôle le Cameroun sur le golfe de Guinée a la même mise sur... Oui. Are you on? Yeah. What? Are you recording? Yeah. Oh, okay. You don't appear, don't worry. It's just my own thing. Donc, celui qui a la même mise sur le Cameroun a la même mise sur un pôle important du golfe de Guinée, du point de vue stratégique, du point de vue des minéraux et aussi du point de vue de l'accès aux autres pays. Hein. Parce que le Cameroun, stratégiquement, est très important dans le golfe de Guinée. C'est pour ça que la France ne veut pas perdre le Cameroun. Parce que la France sait que si elle perd le Cameroun, elle va perdre tous les autres pays autour du Cameroun. Elle a déjà perdu la République centrafricaine. Il lui reste le Tchad, il lui reste le Gabon, il lui reste le Congo autour du Cameroun. Donc, si la France perd le Cameroun, il y aura un effet de domino. Tous les autres pays autour vont tomber. Donc, la France est prête à tout pour garder le Cameroun. Or, la Russie aussi voudrait avoir la même mise sur ces pays africains-là parce que la Russie est en train de vouloir étendre son hégémonie mondiale. D'où la création comment ils ont appelé ça, le Pax avec les autres pays, l'Inde, le Pakistan et l'Afrique du Sud. Donc, la Russie voudrait aussi mettre la main sur le Cameroun parce que la Russie sait que si elle prend possession du Cameroun, elle aura 2 pays déjà en Afrique centrale et le reste, ce sera un effet de domino. Donc, la vraie bataille stratégique, ce sera entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest au Cameroun, en Afrique centrale, dans le golfe de Guinée. Donc, si nous combattons, nous devons accentuer cet axe de communication. There's no problem. When you're done, I'll come and have my porridge. Is that No all right? problem, darling. Don't worry, there's no rush. Donc, je vais devoir, il est 10h50, je vais permettre à ma collègue de prendre sa pause. Et donc, et c'est là où mon problème se pose donc, avec ces activistes panafricanistes qui parlent bien de la Russie, mais ne font rien concrètement pour accentuer ce pôle de conflit entre la France et la Russie en Afrique centrale. Dame Nathalie Yam que vous avez citée, oui, elle s'appelle la dame de Sochi, oui, elle parle bien de la Russie, mais c'est pour ses intérêts personnels. Ça veut dire que elle est payée par la Russie pour faire de la propagande pro-Russie. Mais sa propagande pro-Russie ne s'arrête que là. Elle ne fait que de la propagande pro-Russie. Elle ne travaille pas pour que
cette propagande pro-russe ait une incidence sur l'alternance au sommet du Cameroun. D'ailleurs, elle dit que Paul Biya est un démocrate, Paul Biya est un panafricain. Or, elle sait que c'est faux, c'est très très faux. Paul Biya n'est pas panafricain parce que Paul Biya travaille en collaboration avec la France pour maintenir son hégémonie au pouvoir et sa succession. Donc, nous devons accentuer ce pôle de communication-là. Nous devons accentuer ce pôle de communication. Et c'est dans les intérêts stratégiques de notre lutte. Nous, on est plus... La lutte sur le terrain, c'est bien, mais la lutte idéologique aussi, c'est meilleur. Nous menons la lutte sur le terrain. J'espère que ceux de nos idéologues sont en train de réfléchir là-dessus. Nous devons pouvoir tirer notre épingle du jeu sur la multipolarité qui est en train de se dessiner dans le monde. Et ça passe aussi par revoir nos stratégies de lutte, redéfinir nos intérêts stratégiques, se donner les moyens stratégiques d'arriver au pouvoir. Oui, malheureusement c'est ainsi. Et on doit pouvoir donc accentuer notre communication et pas seulement la communication, nos actions vers des alliances stratégiques afin de renverser la vapeur au Cameroun. Macron, qu'on ne se trompe pas, Macron maintient Biya au pouvoir et maintiendra celui que Biya va choisir. À nous de chasser celui que Macron veut pour que la France n'ait plus la même mise sur nous. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le faire? Je remets la question entre les mains de nos idéologues, de nos intellectuels qui devront trouver des solutions pour que nous ne restions pas dans une lutte vaine pendant un demi-siècle encore. À un moment donné, le réalisme doit faire partie de notre combat. Nous devons être réalistes. Faire une évaluation réaliste de nos chances. Et entreprendre des actions réalistes pour arriver au pouvoir. Oui, parce que pour arriver au pouvoir, il faut être réaliste. Au-delà de l'idéologie. Donc, c'est ça mon problème personnel avec tous ces activistes camerounais qui se proclament panafricanistes. Oui, ils se battent ailleurs et tout ça, c'est bien beau. Mais que font-ils par rapport à notre pays, le Cameroun? Qu'est-ce qu'ils disent de la mainmise de Macron au Cameroun? Eux qui se proclament panafricanistes, qui vont libérer toute l'Afrique sauf le Cameroun. C'est là où mon problème se pose. Et s'ils ne se décident pas à faire quelque chose, croyez-moi, c'est une avenue que nous allons explorer. Nous allons explorer, nous allons travailler là-dessus. On n'est pas que des soldats, des fantassins qui courent sur le terrain. Nous avons aussi un peu de graines. Alors, merci les gars. Je vais permettre à ma collègue de prendre une pause. Et je vais peut-être vous revenir plus tard ou peut-être pas en fonction de mon temps. Merci. Je continue au boulot. Je vais remplacer ma collègue. Nous ne sommes que deux, on a un patient. Donc, moi, j'ai fini de faire mes tâches administratives. Je vais lui permettre d'aller se reposer. Merci. À tout à l'heure.